quasar et quel est son rôle dans l'organisation cosmique? Bon. Son rôle dans l'organisation cosmique, c'est d'émettre des impulsions qui permettent à tout le système vivant de pouvoir être animé. Son rôle, c'est comme un pacemaker qu'on place pour donner un rythme au cœur. C'est un rythmeur. C'est une agglomération d'énergie qui ressemble un peu au pulsar, qui lui a un rôle encore plus presque dramatique d'énergisation des galaxies. Or, ce n'est pas un rôle majeur du point de vue de l'importance de la conscience. Ça fait partie des mécaniques comme le Soleil a son importance, comme les planètes ont leur importance, comme les comètes ont leur importance pour venir perturber les structures évolutives, comme les supernovas ont de l'importance, comme les naines ont de l'importance, comme les trous noirs ont de l'importance. C'est simplement un émetteur d'énergie qui permet d'engendrer des pulsations, des déplacements. Et la conscience ainsi que l'évolution ne se fait que s'il y a un paramètre de référence. Pour avoir un paramètre de référence, il faut nécessairement qu'il y ait eu un déplacement avec une mémoire. Et l'univers est en vie parce qu'il y a des mécaniques qui émettent des impulsions. Est-ce vrai que les organes du corps humain correspondent à une vibration d'une planète en particulier? Bah, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est vrai que les planètes correspondent à des organes humains? Est-ce réel? C'est toujours le point de vue de l'imbécile hein, qu'on présente. Je dis pas ton point de vue, là. Mais est-ce que c'est vrai que l'humain est assujetti à... Pourquoi c'est pas vrai que ce serait ça qui serait assujetti à l'humain de temps en temps? Mais à quoi ça peut servir d'avoir une même vibration dans le corps que dans les planètes? Ça sert absolument à rien. C'est comme ça. Ben oui, ça sert à rien. Puis il faut faire attention avec. On n'a pas de... Ce qu'il faut comprendre simplement, c'est que les planètes, certains organes sont des alimenteurs de certaines parties du monde de la mort. On peut alimenter des régions du monde de la mort avec le foie. On peut alimenter des régions du monde de la mort avec l'estomac. On peut alimenter des régions du monde de la mort avec le cerveau, avec les organes sexuels. Et comme les planètes sont des grands manipulateurs des paliers mobiles du monde de la mort, nécessairement, on pense que nos organes sont assujettis à Jupiter ou à Mars, ou etc. Sauf que simplement que la structure où le monde de la mort, les paliers mobiles du monde de la mort viennent se chercher de nourriture énergétique dans l'expression sécrétative, c'est en fonction de certaines parties du corps physique. Et comme les planètes trimballent autour de la planète Terre, ces espèces de grandes ellipses de paliers mobiles du monde de la mort, bien, quand une planète est totalement à l'opposé de ta planète, toi tu es de l'autre côté, la partie qui se nourrirait de ton organe étant totalement attirée à l'opposé, nécessairement, c'est les individus de l'autre côté qui vont être affectés. Toi tu es affecté négativement, c'est-à-dire que par manque d'énergie de cette planète, ou enfin de ce palier mobile, en relativité avec ton système. Mais est-ce que c'est bon assujetti? Ça crée des tétages vitaux. Ah non, ça crée des emplois, ça permet à des gens de se spécialiser dans la lecture et dans Mais c'est tout. Savais-tu que ton corps physique est assujetti à toutes les particules de la matière? Que tu as un organe assujetti au plastique aussi? Tu as un organe assujetti au carbone, un organe assujetti aux bêtes puantes, un organe assujetti aux oiseaux, aux sauterelles. Et que chaque fois qu'on écrase une sauterelle qui passe la planète Terre, il y a une partie d'un de tes organes qui en souffre. Une planète qui saute. Ah, ben oui, bon. Oh, puis finalement, merde, c'est évident, tout est relié. On peut faire des sciences, des relations, mais si on veut prendre en considération les planètes, il faudra qu'on prenne en considération le reste de la création. Le double éthérique a-t-il des sens vitaux? Peut-il être content? Il a des sens vitaliques, il ne peut pas être content. Peut-il connaître tout comme lui-même? Il ne connaît pas tout. Il est capable d'omnipotence, il est capable d'omniprésence, mais il n'a pas la connaissance totale, la connaissance absolue. Il n'est pas capable d'omniscience. Est-ce qu'il peut rire en silence? Il ne rit pas en silence. Par contre, l'expression dans le corps physique d'une relation entre le mental et le double éthérique peut engendrer une espèce de rire qui est une sexualité nouvelle. Oui. Est-il vivant, lui au moins? Mais il est totalement vivant. En ce sens que, premièrement, il est uniquement bâti d'énergie vitale, la vie, et il est totalement instantané, donc il est totalement vivant. Mais pas au moins. Est-ce que les grandes clés cosmiques existent?
Si oui, quels sont leurs rôles énumérés de fonctions de chacune d'elles? Bon, ben, les grandes clés existent, mais il n'y a pas de grande serrure. Alors, il y a des grandes clés cosmiques qui ne servent absolument à rien. Le grand monarque sera-t-il l'Antichrist? Non. Anti, précurseur avant, destructeur. Mais le grand monarque n'est pas l'Antéchrist, n'est pas l'Antichrist. C'est un Christ. Est-ce que les ovnis et soucoupes volantes ne sont que des illusions créées par les maîtres du monde? Premièrement, ovni, ce n'est pas une soucoupe volante, c'est un objet volant non identifié. Et les soucoupes volantes, enfin, il n'y a pas beaucoup de soucoupes, et elles ne volent pas réellement. Bon. Est-ce que ce sont des illusions créées par qui? Les maîtres Du monde. Ouais. Bon, ces grands petits personnages. Non, il y a énormément de soucoupes volantes, enfin d'ovnis, de phénomènes qui semblent être extraterrestres, qui sont typiquement créés par l'illusion, la projection théologique scientifisée de l'humain dans le monde de la mort. À un moment donné, on doit avoir des explications plus rationnelles. Alors, Ézéchiel doit être un extraterrestre. Ah, c'est un, mais quand même. On doit avoir, l'Esprit Saint qui est passé voir Marie. C'est un extraterrestre qui est sauté dessus. Et ça l'a engendré un enfant. Bon, alors on doit avoir des explications plus scientifiques. Alors, lentement, cela fait créer des projections dans le monde de la mort, dans l'astral, des projections théologiques qu'on va finalement essayer d'attribuer à des mondes qui ne sont pas de notre planète, qui viennent de d'autres planètes et qui nécessairement sont supérieurs. Puis, nomme-moi quelque chose d'inférieur à l'humain, dans la conscience astrale de l'homme. L'homme, la femme, c'est. Je parle de la conscience astrale de l'homme. Je n'ai pas dit que c'était vrai. À quoi servent les maîtres? Ou qui desservent-ils? À quoi servent les maîtres? L'humain pense toujours que quelque chose sert à quelque chose. Ça ne sert à rien, des maîtres. C'est quoi qu'ils font présentement? C'est autre chose. Qu'est-ce qu'ils font? Les maîtres sont comme l'humain, sont comme le crapaud, sont comme le cheval, sont comme l'hippocampe, et ils essaient de s'en sortir. Ils essaient d'être là plus tard. Ils essaient d'être conscients qu'ils seront là plus tard. C'est l'espoir, c'est la foi. Les maîtres, ce sont des phénomènes qui, à un moment donné, ont eu contact avec une intelligence. Ils ont eu des corps physiques suffisamment convenables, et ils avaient des égos trop puissants. Les canaux de l'époque n'étaient pas capables d'éjecter les antihommes, comme dans le cas du Nazaréen. Les maîtres, ce sont des personnages qui, avec de l'ego, sont devenus des martyrs de la transition du passé. Ce sont des personnages qui, avec de l'ego, ont eu un contact avec de l'intelligence. Ce sont des personnages qui ont engendré une astralisation. C'était prévu, mais c'est pas de leur faute, ils ne le savent pas non plus. Qui ont engendré une astralisation du contact avec l'intelligence supramentale. Ce sont des personnages qui ont créé les hautes sphères de la spiritualité du monde. Ce sont des personnages qui ont engendré les hautes sphères du mental de la planète. Ce sont des personnages qui, à un moment donné, se sont pris au sérieux à cause de leur ego. Ce sont des personnages qui ont retourné leur conscience sur eux-mêmes, donc ils ont préféré adopter une conscience supramentale hominisée, donc astralisée, plutôt que de se laisser librement aller dans une conscience supramentale qui ne leur appartenait pas, qu'ils ne contrôlaient pas. Ils seraient parvenus à être les contrôleurs de la conscience supramentale. Ben, il y en a quelques-uns qui ont réussi, on n'en parle pas, ceux-là on n'en parlera jamais non plus, parce qu'ils ne sont plus là. Mais on parle donc de ceux qui sont restés. Et ce sont des phénomènes qui ont perdu suffisamment d'énergie pour être capables de se dégager de la centricité, premièrement, de leur être sur eux-mêmes, de leur être sur la conscience astralisée du contact supramental et de la planète Terre sur eux-mêmes, donc des karma-planétaires. Ce sont des êtres qui maintenant ont besoin d'énergie, et cette énergie-là, c'est de l'énergie qui doit être prise à même l'humain. C'est une énergie spirituelle, spiritualisante, une énergie de respect, pour ne pas dire d'adoration, une énergie d'obéissance totale, une énergie finalement de disciplina. Et le disciple est normalement celui qui est capable d'accomplir une discipline. Sauf qu'il y a deux formes de disciple. Il y a celui qui est capable d'accomplir une discipline, une autodiscipline, même si c'est un hétérodisciplinaire qui la commande, une discipline acceptée par le mental et désirée par le mental pour reformer et reprogrammer l'ego. Et il y a l'autre disciple qui, lui, accepte les disciplines sans comprendre la mécanique de la discipline, donc il devient une espèce d'esclave d'un maître. Ces maîtres, que les disciples appellent des grands maîtres, ce ne sont pas des grands maîtres. Comment pouvons-nous être un maître et être un grand maître? Si t'es maître, t'es maître. Tu ne peux pas être différentes nuances de maître. Tu l'es ou tu ne l'es pas. À moins, évidemment, que tu sois plus grand, mais biologiquement, mais ce n'est pas une question de maîtrise.
Alors, ces maîtres, ce sont des personnages qui, présentement, pour arriver à se dégager de la centricité du plan planétaire, du plan astral, de leur propre ego, ont besoin de l'énergie adorante de disciples. Ils ont besoin, donc, de l'énergie évolutive des autres, et ces maîtres, finalement, finissent par engendrer des sectes, engendrer des écoles traditionnelles, engendrer des mouvements, par le biais duquel ils peuvent aller chercher de l'énergie, parce qu'ils restent convaincus que ce qui leur a toujours manqué, c'était une vision idéale, déifiée d'eux-mêmes. Et ils ont besoin, pour arriver à cette vision idéale, déifiée d'eux-mêmes, qu'énormément d'astral terrestrifié, qu'énormément d'humains les adorent. Autrement dit, si moi je serais un maître, j'aurais un ego qui ne me conçoit pas suffisamment beau et suffisamment puissant. Alors, plus j'aurai de disciples, plus il faudrait bien que mon ego finisse par dire, ben, torieux, regarde, c'est évident que tu es beau et puissant. Il y a plein de monde qui te suivent. Ces maîtres-là se servent de cette énergie-là pour fonctionner. Alors, à quoi ils servent planétairement, cosmiquement, eux-mêmes, ils ont une fonction. Mais un maître, est-ce que ça sert? Ça ne sert pas un maître, ça assert. Alors, leur fonction, c'est d'élever la masse de l'humanité, les plus bas, parce que ceux qui suivent les maîtres, c'est nécessairement les plus bas. Ceux qui suivent les religions, c'est nécessairement les plus bas. C'est évident. Et ils ont comme fonction d'augmenter du palier le plus bas à un palier qui est plus haut, le leur, une partie de l'humanité. Sauf que le maître, comme toute mécanicité spirituelle, quand tu es rendu à son niveau, ça ne veut plus te lâcher. Pourquoi? Parce que ça dit, bon, ben là, vous êtes 15 000, à ce niveau-là, il m'en faut 1 million. 1 million pour arriver à m'en sortir. Fait que les 15 000 que j'ai montés, vous restez là, l'attendez, ce ne sera pas long, quelques millions d'années. Je vais en monter encore 15 000, on est rendu à 30 000. Mais là, il y a 3-4 cases qui veulent aller plus haut. Fait que là, le maître commence à les retenir, et c'est ce qui perturbe le maître. Un maître, réellement maître, pas maître des autres, je parle de lui. C'est un maître qui serait capable de faire monter la masse à son niveau, de laisser partir ceux qui ont à s'en aller, parce que toute énergie qu'il met à les retenir, c'est de l'énergie qu'il perd pour faire monter les autres. Ce qui fait que s'il laisserait ceux qui veulent continuer à s'en aller, je le dis parce que là, les maîtres peuvent quand même apprendre, s'ils laissent en paix ceux qui veulent monter, ils vont avoir plus de temps et plus d'énergie pour s'occuper de ceux qui sont en bas, ce qui fait qu'à un moment donné, ils vont plus facilement faire monter le potentiel d'individus qui énergétiquement va leur donner la possibilité de se dégager. Alors qu'il faut peut-être, disons, 800 iotons d'énergie pour retenir un individu, et avec 800 iotons d'énergie, tu pourras en faire monter facilement de 300 000. Alors laisse ceux-là aller et travaille en bas. Certains prétendent que la majorité des ovnis proviennent du centre de la Terre. Si oui, qui sont ces intraterrestres et d'où viennent-ils? À part du centre de la Terre. Ah oui, effectivement, oui. D'où viennent-ils? Bon, certains prétendent que la majorité des ovnis proviennent du centre de la Terre. Premièrement, on doit comprendre une chose, il y a énormément d'ovnis qui, quand ils arrivent ici, se font tellement terrestrifiés qu'ils se dirigent immédiatement dans les océans. Dans l'eau, l'astral n'atteint pas. Donc, ils se permettent une espèce de protection et de récupération pendant ce laps de temps. Lorsqu'ils sortent de l'eau, on pense toujours qu'ils viennent du contexte planétaire. Deuxièmement, l'enfer commence au centre de la Terre, sur l'atome qui est en plein milieu du centre. Et l'enfer va jusqu'à quelques pieds au-dessus de la surface de la planète Terre. L'enfer, c'est la mémoire astrale de la densification planétaire, la mémoire astrale de la planète Terre en ébullition, en train de se densifier. Ce n'était que du feu, que de la matière en fusion, et c'est pourquoi dans les vieux archétypes, l'enfer, c'est des feux nécessairement qui sont éternels, parce que ça a duré des milliards d'années. Alors, on a donc, comme l'illusion astrale de l'enfer, exactement ce que c'était que la planète Terre dans le passé. Les intraterrestres, ce sont tous des mécaniques qui sont, en apparence, peuvent conserver des mémoires plus évolutives ou plus évoluées que les nôtres, mais qui, dans la réalité, sont des mécaniques qui n'ont pas fini d'évoluer. On peut prendre référence, plus nous allons nous approcher de l'intraterrestrialité, mais proche de la surface, plus nous allons avoir à rencontrer des mécaniques extrêmement évoluées. Les loups-garous proviennent de quelques pieds de la surface du plan planétaire. Les gargouilles proviennent aussi de quelques pieds du plan planétaire. Les mécaniques satanéennes, démoniaques, belzébusiennes dans la fosse noire proviennent de la Terre, mais proviennent disons, des quelques 100, 200, 300, même aller jusqu'à quelques mille pieds de la croûte terrestre.
Et ils sont extrêmement refroidis, ils n'ont pas de contact avec l'intelligence, ils n'ont pas de contact expérientiel. Ils ont de temps en temps des tentatives de prendre possession de la surface de la planète Terre, que ça vienne sous forme d'hommes-poissons, des mécaniques très, très, très barbares, des vieilles recrudescences à l'époque de l'Atlante, où on avait des êtres poissons qui voulaient dominer la surface du planétaire, ou que ça vienne simplement de la Terre, comme les gargouilles ou d'autres phénomènes. Ce sont des mécaniques extrêmement évoluées qui veulent dominer le monde pour pouvoir prendre le dessus de façon à pouvoir évoluer. Et ils sont convaincus qu'ils doivent dominer la race qui est déjà à la surface, en l'occurrence uniquement la race humaine. Parce que la race humaine étant reliée, de plus en plus reliée de l'intelligence, nécessairement l'intelligence va contre l'involution et ces mécaniques sont totalement investies d'involution. Plus nous allons nous approcher du centre du plan planétaire, plus la chaleur est grande, plus c'est chaud, moins c'est involué. On ne peut pas dire plus c'est évolué. Parce que ça se refroidit, ça va vers l'involution. Donc, ce n'est pas plus évolué, c'est moins involué. Alors, ce phénomène-là, maintenant, est-ce qu'ils sortent avec des soucoupes volantes? Non. Ceux qui plongent et qui ressortent, oui, mais ils viennent de l'extraterrestrialité de notre monde. Voilà. Alors, ceux qui disent ça, ben c'est ça, c'est bien. Hein? À un moment donné, ils ont eu des contacts avec de l'instantanéité, leur disant qu'il y avait aussi quelque chose dans le centre de la Terre. Ce qui est extrêmement risible à un moment donné, qui est correct, mais c'est risible, c'est comique. C'est qu'un jour, une personne a pris une photo satellite, montrant un immense trou pôle Nord. Et on pouvait royalement voir qu'il y avait une immense entrée qui devait être à peu près grande comme 3 fois le Québec. Alors c'était la preuve matérielle pour beaucoup de personnes qu'il y avait un centre de la Terre. Il y avait une entrée. Quand un avion survolait le pôle Nord, et s'il était suffisamment bas, il y suivait la planète Terre, et sans s'en rendre compte, tellement le trou était immense, il pénétrait dans le centre de la Terre. Oui, mais comment ça se fait qu'une photo le montre et que toutes les autres montrent que la Terre est fermée? Alors, il y a effectivement un centre de la Terre, il y a effectivement des trous dans l'énergie vitale, il y a effectivement des trous dans l'énergie magnétique. Mais c'est risible en ce sens que lorsque l'humain a besoin de quelque chose pour essayer de stimuler sa soif de découvrir des trucs qui sont tripants, qu'on peut discuter dans un salon, on appelle cela bien souvent l'ésotérisme. Eh bien, on accepte n'importe quoi. On accepte n'importe quoi où il y a l'intelligence qui manipule la matière pour leur montrer n'importe quoi. C'est la même chose. On accepte quand même n'importe quoi. L'humain gagne une fois la loterie, alors il est convaincu qu'il peut gagner à la loterie. Lorsque l'humain se met des bas rouges, il a un accident automobile, il est convaincu que les bas rouges amènent aux accidents automobiles. Lorsque l'humain a la main dans un cadre de porte et qu'on ferme la porte, puis qu'en même temps, il y a un camion qui freine à mort dans la rue, ben l'humain, s'il n'a pas vu la porte se claquer sur ses doigts, il reste convaincu que chaque fois qu'il entend un camion freiner à mort, il va sentir une douleur au doigt. Bon, c'est des relations, comme les animaux les font. L'humain est un être extrêmement bizarre. L'humain continue à croire en Dieu parce qu'en 1929, il y a eu une apparition. Il y a une apparition toutes les 800 ans, toutes les 300 ans, c'est suffisant pour croire. C'est comme moi, si je vous tire aux cartes, je prends une pièce de 25 cents, vous me donnez 100 piastres. Puis est-ce que vous allez gagner la loterie ou non? Clic, bang, oui. Oui, vous achetez les billets, vous perdez. Clic, bang, oui, vous achetez les billets, vous perdez. Mais une fois sur 1000, j'ai raison, ben vous me croyez. Mais la photo est réelle quand même. Mais non. Non. La photo est réelle, matérielle, elle est réelle, oui. Mais ce que ça représente, c'est faux. Ça représente ce qu'à un moment donné, des individus voulaient voir. Sur la Lune, c'est extrêmement plein d'habitants sur la Lune. Comme les cosmonautes qui ont été là, ça c'est russe, comme les astronautes qui ont été là, ça c'est américain, comme les astronautes qui ont été là étaient convaincus de trouver une planète vide, ben, ils n'ont rien vu. Ils ont vu des choses. À un moment donné, il y a Collins qui dit qu'on vient de nous annoncer que le Père Noël existe. Bon. Puis la communication a coupé, c'est les brouillages, ça ne marchait pas, la technologie américaine. Mais c'est un message codé voulant dire qu'on vient de voir quelque chose qui vole et qui est un ovni, quoi. C'est Santa Claus en anglais. Santa Claus, c'est un personnage qui vient des étoiles pour donner des cadeaux. Alors, on vient de nous annoncer que Santa Claus existe. Ben, ils ont vu des choses, ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Puis ils ont pris les photos que tu voulais voir. Qui est Cagliastra, ça se prononce comme ça, et oui. Quel est son rôle? Bon, c'est un concept. Le rôle du concept, c'était de communiquer de l'information de façon à amener du neuf, même si c'est un œuf faux, dans l'ancien faux de l'humain.
Cagliostro, c'est une mécanique, c'est un concept, c'est-à-dire que c'est l'explication humanisée d'une mécanique cosmique. Bon. Comment expliquer l'orage, les éclairs, le tonnerre? Eh bien, on peut le conceptualiser en disant, eh bien, c'est Thor, qui est un dieu, qui de temps en temps, avec son grand marteau, frappe quelque part, et puis ça crée des étincelles, ça crée énormément de bruit, puis il se met à pleuvoir. Bon. Les gens comprennent. Ils comprennent ce qu'ils comprennent, c'est sûr. Cagliostro, c'est une mécanique plus cosmique qui fait partie de la gestion de l'évolution, qui fait partie de la gestion de terrestrification. Cagliostro, c'est une mécanique qui fait partie... oui, il faut trouver les mots. C'est une liaison entre la réalité et l'illusion, mais... Premièrement, Cagliostro, c'est une mécanique qui sert les forces d'involution et qui sert les forces d'évolution. C'est la mécanique qui va être capable d'engendrer un monde. Voilà, c'est ça. Finalement, Cagliostro, c'est le gestionnaire total d'une densification d'une planète, de façon à engendrer sur la planète des mécaniques qui permettront, à un moment donné, à de l'évolution par l'intelligence de pouvoir se faire. Cagliostro, finalement, c'est un recteur qui permet de régir l'agglomération des structures subatomiques en atomes pour pouvoir permettre la création selon un procédé déjà expérimenté dans des mécaniques énergétiques et non pas dans la matière, qui pourront à un moment donné amener mécaniquement l'apparition du règne humain. C'est ça que Cagliostro, c'est ça. Dans certains écrits intéressants, on dit que Cagliostro a été le serviteur de mécanique satanique luciférienne, qu'il a accepté de... C'était le prince planétaire, finalement, enfin un des princes, et qu'il a accepté de tromper les divinités. C'est comme bien des choses, vrai et faux. Ou entre les deux. Non, ce n'est pas entre les deux. C'est les deux. Quand un humain meurt et qu'il ne sait pas fusionner avec son double, qu'arrive-t-il au corps mental et à l'ajusteur de pensée? Où vont-ils? L'ajusteur de pensée reste planant et normalement, il va se retrouver dans la réincarnation de l'individu qui va revenir, ou bien il va servir un autre personnage, un enfant ou quelque chose dans le genre, qui à un moment donné va naître, ou bien encore, ce que vous pouvez faire, c'est aller piquer ces ajusteurs de pensée-là qui traînent un peu partout, puis ça, les agglomérant à votre ajusteur, ça augmente le volume du canal, ce qui permet à l'humain d'avoir accès plus rapidement à plus d'informations. Quoique de temps en temps, si l'humain n'a pas suffisamment de puissance pour supporter des conditions d'ignorance, parce que je répète encore une fois que le problème de l'humain, que l'évolution de l'humain se mesure à sa capacité d'endurer de l'ignorance. Oui, mais qu'est-ce qui m'arrive? On s'en fout, qu'est-ce qui t'arrive? T'arrive de quoi? Lorsque l'humain est capable d'aller ramasser ces ajusteurs de pensée-là, il peut, s'il n'est pas capable de les fusionner, avoir accès à de l'information qui est un peu mélangée. Accès à plusieurs affaires en même temps. Bon, il a juste tout ce que vous avez à faire, c'est de constater cela. Il ne faut pas vous poser des questions pour savoir ce que c'est. C'est constater. Vous constatez que vous êtes plus impatient, vous avez constaté. Donnez-vous un mi-ouest, vous gagnez, vous constatez. Vous constatez que vous ne le savez plus, vous gagnez, vous constatez, c'est la conscience. Vous constatez que là, il y a de l'information qui rentre, ça vous mélange tout. Ça mélange votre ego. Ça mélange pas votre constatation. C'est ça la conscience. Vous constatez que c'est pas plus mélangé. Vous constatez que le cave est plus mélangé. Pas vous. On constate. Et tant qu'on constate, ça va bien. On constate. Alors, le double éthérique, si l'individu meurt, il gagne le monde de la mort. Son double éthérique va normalement attendre, il va se connecter avec le corps vital et ça va créer des êtres de lumière qui vont guider les autres âmes vers le monde de la mort. Et ça peut se réincarner et resservir l'individu si l'individu revient, ou les individus, bon, si l'individu revient suffisamment unifié. Et bien souvent, c'est un ajusteur de pensée, plutôt, va servir différents phénomènes à l'extérieur. Le petit peu de double qui peut être constitué lorsque cela se fait, le petit peu de double-là peut s'agglomérer à l'ajusteur de pensée. Il peut se fusionner à d'autres doubles éthériques. Autrement dit. C'est chiant, mais c'est comme ça. On marche par l'intelligence. Toi, Robert, toi qui es en conscientisation, s'il y a des individus qui commencent à se conscientiser, qui se suicident, comme ça, bêtement, leur double éthérique, le petit peu de double éthérique qui est créé, ben là, il est là. Est-ce que tu vois un inconvénient, toi, de te l'approprier, de le fusionner au tien? Non. Non, moi non plus.
Voilà. Alors, suicidez-vous. Vous allez sauver Robert. Mais on fait ça comment, aller récupérer un double qui s'est suicidé? Pas une constitution éthérique qui traîne comme ça. C'est ton ego qui pose la question. Elle peut pas rien faire là-dedans, ça ne regarde pas pantoute, c'est ça. Le mental, ça se fait tout ça. Quand tu manges une pomme, tu fais quoi pour la digérer? Tu te contentes de la manger, hein? Puis après ça, tu te contentes d'éliminer ce qui n'est pas bon. Ça va descendre dans les corps qui... Ça se fait automatiquement? Ça descend. Automatiquement. Donc, ce qui arrive avec la partie de double est normalement fusionnée à un autre double qui est un peu plus grand, dont la gravité attractionnelle est beaucoup plus grande, et ça vient le coller dessus, ça digère et c'est réglé. Plus simple. Mais vous devez savoir une chose, qui est très difficilement acceptable par l'ego, c'est que veut pas, à un moment donné, vous serez tous réunis. Pas dans la même salle. Dans le même corps. Tout à l'heure, je parlais de double éthérique planétaire, qui servirait de véhicule. Oui, ben, c'est une façon de le dire. Alors, nécessairement, que le double que vous constituez, qu'il soit fusionné à un autre double éthérique, qu'est-ce que ça peut vous déranger? De toute façon, c'est même mieux. Ça renforcit. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est que si vous avez un petit peu de double éthérique de commencer à être constitué, nécessairement, c'est que vous avez commencé à vous égoïser, nécessairement, c'est que vous avez commencé après à mettre de la conscience chez vous. Et lorsque le corps meurt, cette conscience, quel que soit son volume, gagne le volume du double éthérique. Ça ne meurt pas. Ce qui, chez vous, présentement, est conscient, est immortel. Vous êtes immortel. La merde qui vous embête ne l'est pas. Sauf que l'immortalisation, pour devenir une façon de sortir des mécaniques problématiques de l'évolution de la planète, demande un peu plus de constituants éthériques. Mais de toute façon, vous êtes déjà immortel parce que vous avez la capacité de prendre conscience de mécanique. Vous constatez que chez vous, il se passe ceci. Cela est immortel. Ce n'est pas en fusion avec le double. Si vous avez à mourir, ça va, votre âme, avec le périsprit, ça en va dans le plan morontiel, où il y a le double éthérique, et il y a une partie qui va se dégager, qui va s'en aller là. Mais cette partie-là ne peut peut-être pas se réincarner immédiatement. Elle pourra se fusionner à d'autres parties très similaires à elle-même, que ça se fasse dans une réincarnation pluralitaire, ou que ça se fasse carrément par le fait que l'union devient illimitée dans le plan morontiel. C'est encore bien plus rapide. Toute forme d'union sur le plan planétaire est nécessairement le début d'une séparation. Une rencontre, c'est le début d'une séparation. L'homme a une union limitée. Et l'individu qui se conscientise doit continuellement savoir que mentalement, son union est limitée. En ce sens qu'il est assujetti que pour un espace-temps déterminé à l'évolution karmique de d'autres. Il va venir un temps où l'humain sera capable, homme et femme, 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 homme, homme, etc., de se fusionner totalement, intégralement, même corporellement. Leur union ne sera plus limitée. Elle sera fusionnelle, sera illimitée. L'individu qui se suicide est un individu qui est un égo, qui perd totalement la chance actuelle de s'en sortir. C'est un égo qui habite un corps physique conscientisable, qui habite un corps physique supramentalisable et qui décide de l'abandonner. Mais vous, la conscience qui habitez déjà ce corps-là, elle est immortelle. Sauf que c'est stupidement stupide de tuer le corps physique, de se laisser emberlificoter par une âme tueuse. Parce qu'il ne vous reste plus grand-chose à faire. Mauditement moins que si on doit recommencer. Les corps physiques vont être plus solides dans l'avenir, oui. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile. Demandez aux enfants téflons si la vie actuelle est plus facile qu'avant. C'est un peu difficile qu'avant. Ils se suicident plus aussi. Ils souffrent plus, ils se droguent plus, ils boivent plus qu'avant. Ils comprennent plus, donc ils comprennent moins qu'avant. Nous, on a des fois la chance d'avoir un corps physique où l'étape de l'enfance est passée. On pourrait revenir, mais pour l'instant, sans suicide, on pourrait revenir biologiquement. Mais pour l'instant, c'est passé. On a la chance d'être dans un corps d'adulte, dans un monde où l'adulte domine. On a la chance d'avoir un cerveau et un système endocrinien capable de supporter du neuf. On a encore des problèmes, oui, ça c'est évident. Mais on est mauditement plus avancé. L'humain va dire oui, mais ça ne paraît pas dans le changement. Je ne vole toujours pas. Vous constatez plus. Vous
que vous êtes évolué. L'ego, lui, essaie de comparer l'évolution. L'ego est informé que vous constatez. L'ego est informé que vous voyez. Et ça l'écarte. Quand un individu qui se conscientise souffre plus, c'est qu'il évolue. Parce que l'ego, le corps, l'astral, le vital, l'ego, le voit. Mais l'ego se dit, oui, mais j'ai pas évolué. Moi, je suis toujours aussi comme avant. Mais l'ego ne s'évolue pas. Ça s'anégoïse. Puis j'ai expliqué souvent que plus on s'anégoïse, plus on ôte des papiers d'aluminium qui entourent le charbon ardent, qui est l'antium à son état pur. Plus on s'anégoïse, plus on ôte de feuilles. Plus on ôte de feuilles, plus le chardon devient chaud, plus la boulette de papier devient chaude. Plus vous devenez impatient, plus vous devenez apparemment égoïque. Plus vous l'exprimez, mais plus vous l'exprimez, plus vous le voyez, plus vous le voyez, plus vous le découvrez. Plus vous le découvrez, plus c'est chaud, plus c'est chaud, plus c'est chiant. Vous vous découvrez, vous voulez savoir qu'est-ce que vous êtes, c'est ce que vous êtes. Égoïquement. C'est de l'évolution. Alors l'humain qui dit oui, mais il me semble que quelqu'un qui évoluerait, c'est quelqu'un qui paraîtrait plus jeune, c'est quelqu'un qui serait en meilleure santé, c'est quelqu'un qui serait plus perturbable par les événements. Ça, c'est le résultat. C'est pas quelqu'un qui évolue. C'est quelqu'un qui vient de finir. C'est quelqu'un pour qui c'est accompli. C'est réglé. Mais plus vous vibrez cela, plus ça vous enrage de ne pas être cela, plus proche vous êtes de ça. C'est pourquoi il faut que l'humain continue à supporter sa vie, il faut que l'humain continue à vivre. Le double éthérique, le peu de constitué, on va le ramasser. C'est évident que quand un individu évolue et se suicide, bon, ben, ça m'arrange. Sauf que ça n'arrange pas le contexte planétaire. Ça m'arrange du point de vue du double éthérique parce que je digère. Quand j'ai été dans les pays développés, moi, j'ai appris à manger n'importe quoi. Alors maintenant, même dans le flamme morontiel aussi, je mange n'importe quoi. Je digère. Bon. Sauf que la problématique, c'est que pour appliquer l'intelligence dans la matière, un seul corps ne suffit pas. 2 non plus, 3 non plus, 4 non plus. Alors, si tous les corps se suicident, j'aurai un double éthérique super génial. Mais il faudra après ça que je le redivise pour reformer des humains, parce qu'il faudra plus de corps physiques. Donc, finalement, ça n'arrange personne. Y a-t-il plusieurs doubles éthériques? Oui. Quelle question? Mais posez donc comme il faut. Dans le monde morontiel, il y a plusieurs doubles éthériques. Oui. Est-ce qu'un jour, eux aussi vont se fusionner? Ben oui. De dépersonnalisation en dépersonnalisation, jusqu'à temps qu'on remonte jusqu'à l'extra-correctionnalité. Destruction de... Ben avant ça. Avant. Au niveau de la fusion des doubles éthériques. C'est quand ça? Bien avant. Ben, disons qu'en termes... en année standard. Combien de Noël il reste? Il reste... Bon, beaucoup de Noël. Non, en réalité, il reste encore une cinquantaine de Noël, même pas une 20, même bon, 20 Noël, encore. Est-ce que c'est rendu... C'est parce qu'on va cesser de fêter Noël. Ok, ouais, c'est ça. C'est pas un bon paramètre. Non, c'est pas un bon paramètre. En année standard, il reste quelques milliards d'années. Mais on parle au niveau de la terminaison de l'extra-réactionnalité. Mais ça dépend toujours de la vitesse de déplacement. Des années, ça peut se parcourir très rapidement. Bon. Par contre, au niveau de la fusion des doubles éthériques en un seul corps séraphique, c'est quelques milliers d'années. Puis il y a plusieurs corps séraphiques selon les galaxies où c'est situé. OK. L'antihomme, lorsqu'il est expulsé d'un individu, où va-t-il? Que devient-il? N'y a-t-il pas un danger qu'il se cherche un autre individu? Ben, c'est ce qu'il fait, c'est pas un danger, c'est ce qu'il fait. Ce ne serait alors qu'un déplacement. L'antihomme ne serait pas... Ce ne serait pas alors qu'un déplacement, ce serait un déplacement. Et que ça vous arrangerait en maudit. Alors, faites-le. Ne serait-ce pas plus écologique de ne pas l'expulser, mais de le digérer à l'intérieur de notre propre conscience et de se servir de cette énergie transformée et l'utiliser pour construire? Est-ce vraiment utile, écologique, d'expulser? Oui, mais ça, la girafe peut faire ce genre de choses. Parce qu'effectivement, ce serait plus écologique si on peut le faire. Et c'est beaucoup plus écologique pour vous de manger une pomme directement à l'arbre. Elle reste vivante. Sauf que la girafe, elle y parvient facilement. Elle a pu manger les pommes à l'arbre directement. Mais l'humain, à un moment donné, tu veux les arracher, les pommes, les manger, pas le choix.
Alors, ce serait plus écologique, effectivement, de manger directement les pommes à l'arbre, de brouter directement l'herbe à terre, de manger les carottes sous la terre, comme les vers. Mais ce serait plus énergisant, ce serait parfait. C'est le summum, évidemment. Pauvre cuisinier, mais en tout cas. Mais, la girafe, elle peut manger les pommes directement dans l'arbre. Si vous devez attendre encore 20 000 ans pour digérer un daube éthérique, alors qu'il peut être éjecté dans quelques années, et lorsqu'il est rejeté, il va aller asservir un autre individu qui ne souffrira pas de l'avoir parce qu'il est suffisamment évolué. Et puis, à un moment donné, vous allez tellement massacrer le monde de la mort, et ces individus vont tellement se massacrer entre eux qu'ils vont se purifier. Et se purifiant, ils auront besoin de voir s'il y a une solution. Fouillant dans le monde de la mort, dans les annales akashiques, ils vont voir que la solution, c'est ce que vous avez fait. Ils auront une preuve que ça se fait. Ils auront des béquilles. Et ils le feront. Ils vont le rejeter, leur anti-homme. On va tous manger ça ensemble à la même table. Mais en attendant, c'est sûr. C'est comme tout conserver les virus de la grippe chez soi. Mais si c'est toi le médecin, tu es peut-être mieux de les donner aux autres. Quand tu seras en santé, tu iras les guérir. Mais si tu es malade, tu ne pourras pas te guérir. Tu es le médecin. Les autres, ils ne peuvent pas te guérir, ils ne peuvent pas rien faire. Il y a d'écologie. Tout ce que j'espère arrive. Bon, ben, on va sortir ensemble tout à l'heure, on va acheter un billet de loterie. Non, c'est pas ça. C'est tout ce que je sécrète arrive. On peut donc dire que ça n'arrive en double. On peut donc dire que tout ce qu'elle sécrète n'arrive pas, comme elle l'a sécrété. Parce qu'il faut faire attention, l'individu sécrète sur la loterie ou sur le fait de gagner. L'individu sécrète sur l'accident ou sur comment il va vivre l'accident. Ce qui a été sécrété n'arrive pas, sauf si l'individu n'a pas, absolument pas de daube éthérique en constitution. Parce qu'il y a des lois pour l'animal humain et il y a des lois pour l'être humain. Dans les lois de l'animal humain, être positif, ça permet d'accomplir des choses. Donc, le visualiser et embarquer là-dedans, ça permet d'accomplir les choses. À l'instant où on devient un être évoluable, supramentalisable, projeter, c'est détruire la chose. Sécréter, c'est détruire la chose. Toutes les lois ne sont pas à l'inverse, mais il y en a plusieurs. Ou bien la personne qui se dit « Moi, j'ai sécrété que j'étais pour boire de l'eau. » Sauf qu'elle a sécrété sur quoi exactement? Sur boire de l'eau? Sur le goût que ça va donner? Sur l'extase qu'elle aura après de ne plus avoir soif? Sur le fait d'en boire au nez de l'autre? Et quand l'événement arrive, il y a des parties sur lesquelles elle a sécrété qui n'arrivent pas. Et son ego dit « Quoi, tu as sécrété, tu boirais de l'eau, puis tu en bois de l'eau. » Puis, oui, mais peut-être que la personne n'a plus le même plaisir. Elle a peut-être sécrété sur le plaisir est disparu. Ou évidemment, elle n'est pas... La question est, suis-je trop spirituel? C'est pour ça que ce que je pressens arrive. Ben, finalement, c'est ça. Ou bien elle n'est pas encore suffisamment supramentalisable, ou bien simplement, c'est qu'elle juge mal ce vers quoi elle pense qu'elle a sécrété. Et il y a une grosse nuance, je le répète. Je sécrète de gagner et je gagne à la loterie. Puis comment tu as été quand tu as gagné? Extrêmement froid, c'est ça. Tu as sécrété la jouissance. Tu n'as pas joué non plus. Ah, je pensais que j'avais sécrété parce que je gagnais. Non. Alors, c'est ce pourquoi l'humain qui se conscientise sécrète n'arrive pas. Faut faire attention. Faut faire attention, mais c'est compliqué quand, à un moment donné, tu es mental et à un moment donné, tu es égoïque. Tu es entre deux mondes. Bon, c'est pas compliqué. Tu fais ce que tu peux, puis tout. Oui, c'est à cause que l'ego voit la chose dans cette ligne. Mais tu fais ce que tu peux, c'est tout. Moi, la journée que je me trompe. La journée que j'ai raison. Puis entre ça, je m'en fous. Mais à partir du moment où il décide de sécréter volontairement, mentalement, contre un avenir, c'est du travail mental. C'est du travail mental, comme par exemple les réunions d'écœurement qui doivent se faire après cette conférence. C'est du travail mental. Donc, il n'y a pas de problème. Les fois qu'on est mêlé, c'est pas grave. Non. Je attends. À quoi ça sert d'extendre ma conscience en percevant des questions neuves quand je ne suis même pas capable de cerner d'une façon conséquentielle, sûre et certaine un problème de relation humaine au niveau du couple? Ça n'a rien à voir, le couple. Le couple, c'est une mécanique d'évolution. La personne, elle voit les choses d'évolution, puis elle se plaint parce qu'elle ne comprend pas les mécaniques d'évolution. Il y a une très grande différence de potentiel qui me fait énormément souffrir, qui me fait me sentir si miséricorde, si médiocre. Il est temps que je pose mes questions à moi. Bon, alors je répète,
À quoi ça sert d'extendre ma conscience en percevant des questions neuves quand je ne suis même pas capable de cerner d'une façon conséquentielle, sûre et certaine, un problème de relation humaine au niveau du couple? C'est toujours la même problématique. Présentement, l'individu qui doit devenir un gouverneur, un médecin ou quelque chose, disons, qui a un peu de pouvoir dans la société, se dit, je ne pourrai jamais être un bon premier ministre. J'ai encore oublié de soigner mon chat. Spirituellement, effectivement, le bon premier ministre devrait au minimum penser à son chat, à ses serins, à ses oiseaux, à sa femme, à ses enfants. C'est pourquoi, d'ailleurs, lorsque les ministres se présentent en public, ils doivent normalement, si possible, avoir une femme et des enfants, parce que sinon, socialement, ça fait comme bizarre. Ils sont solidataires. C'est une question que je me posais dernièrement. Aristocratement, s'il fallait se marier. Mais non. Théologiquement, oui. Si tu veux pour se servir des agrégats. Même pas, non. Pour te faire asservir par les agrégats. Amène du neuf. L'aristocratie de demain qu'on amène ici. Pas l'aristocratie de maintenant ou du passé qu'on veut ramener ici, là. Mais comme des concerts de certaines vieilles affaires, au lieu d'être asservi, on s'en sert. Non, prochainement, il faudra même que tu apprennes ta parole à dire... Bon, la femme à qui tu restes, comment elle s'appelle? Pascal. Bon. Alors, quelqu'un va dire, est-ce que tu as une blonde? Tu réponds non. La femme qui reste avec moi s'appelle Pascal. Mais... Non, ma femme, mon ami, mon groupe, ma gang, c'est totalement ridicule. Non, ça c'est déjà fait. C'est une question... Oui, mais là, en plus, tu vas être marié. Franchement, on te récupère vers en arrière. L'évolution n'est pas en affinité avec les faux problèmes. L'individu qui pose la question ici se pose comme question: comment se fait-il que ma conscience s'ouvre vers le vrai alors que je ne suis même pas capable de travailler dans le faux? Est-ce que c'est pratique d'apprendre à réparer les charrettes tirées par les chevaux pendant ton cours de mécanique, puis quand tu auras fini, on va te donner une automobile, tu vas avoir que des automobiles à réparer? Alors, je ne pourrais jamais réparer un carburateur, je ne suis même pas capable de ferrer un cheval. Mais, oui, est-ce qu'on doit te montrer à ferrer un cheval, sachant que dans 2 ans, tu ne feras plus jamais cheval de toute ta vie? Non. Un peu comme vous obligez à apprendre le latin. Hein? Vous avez connu ça. Tu fais ça des langues mortes. Il fallait que tu apprennes des langues mortes. C'est la vieille aristocratie. Bon, ça a occupé une place du cerveau. Une partie du cerveau qui ne sert plus à rien, d'autre que parler le latin. Bon. Fait qu'elle ne sert pas à grand-chose. Bon. Alors, l'intelligence se développe en fonction de ce qui vient, pas en fonction de ce qui est. Tu peux comprendre toute la phénoménologie de l'éducation de l'enfant et pas être capable du tout de communiquer qu'un jeune pour l'instant. Ce n'est pas ton travail de communiquer qu'un jeune pour l'instant. Ça va venir tout seul, on s'en fout, ça. Alors, tu vas dire, oui, mais comment ça se fait que je... Ben, ça ne te regarde pas, ça n'a rien à voir. Tu travailles dans un couple, le couple est déjà une union fausse. Parce que dans la période de l'involution, l'humain s'accouple. L'humain peut rester ensemble dans une même maison. Mais quand on parle d'un couple, cela fait partie des structures de l'involution. Bon, c'est des structures de support émotif, des supports sentimentiques, des supports énergétiques. Bon, le support financier, ça commence à être correct. Bon. C'est dans ce but-là que oui, ben c'est correct, mais dans ce temps-là, il n'y a plus de problème. Il y a une très grande différence de potentiel qui me fait énormément souffrir et qui me fait sentir si médiocre. Bon, peut-être que l'autre est beaucoup plus évolué. Ça se peut. Mais l'individu se sent médiocre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas capable d'accepter, il est encore trop spirituel, il n'est pas capable d'accepter que ce n'est pas parce qu'on évolue qu'on est mieux que les autres, ou qu'on est des psychologues. D'ailleurs, même là, oui, bon, si tu évolues, tu seras plus psychologue. C'est pas une solution neuve. Non, c'est que l'humain ne doit pas comprendre que parce qu'il a eu un accident avec son automobile, ben, il n'est peut-être pas aussi évolué qu'il pensait. Si c'est l'autre qui n'était pas aussi évolué que vous pensiez qu'il était. Si en plus ça permet la négociation, ça permet de vérifier les choses, ça permet d'occuper le temps, ça permet de vous empêcher de vous tuer plus tard, ça permet de ralentir, de bouger le mouvement spatio-temporel. De toute façon, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas de la façon dont vous gérez votre vie actuellement que l'on peut comprendre ou déterminer votre niveau d'évolution. C'est votre niveau de support de l'ignorance, votre niveau de l'écœurement, c'est sûr, mais aussi de l'endurance de l'écœurement.
C'est bien plus votre niveau de conscientisation qui détermine votre évolution et non pas votre niveau de solutionnage de problèmes aujourd'hui. Du solutionnement. Alors, ça n'a rien à voir. Je ne suis pas capable de communiquer avec ma mère ou avec mon père, puis pourtant, je me sens très évolué. Comment se fait-il? Ben, c'est simple. Quand tu rencontres un chien, puis que tu l'aimes, le chien, est-ce que tu le lèches? Ben, lui, quand il t'aime, il te lèche. Si vous évoluez, vous ne pouvez pas passer votre vie à vous adapter à l'inférieur. S'adapter à l'inférieur, cela veut dire bloquer l'évolution. C'est l'inférieur qui, un jour, devra s'adapter au supérieur. On s'adapte dans la diplomatie de la relation publique. Mais c'est tout. Si moi, je dois continuellement me sucer le pouce devant tout le monde parce que tout le monde, c'est des bébés, ben, on n'évoluera pas fort. On prend ce qui est en haut et on l'involue. C'est comme parler à un enfant, il parle un langage d'enfant. Exactement. Parler à un enfant avec des bêtes de vivre au but, puis petit, ben l'enfant est... Dernièrement, à l'école, c'est ce qu'on a voulu leur montrer. On leur a voulu leur montrer l'orthographe avec des conneries. Mais maintenant, ils écrivent en conneries. Pourquoi ce corps physique Parce que visualise toujours dans le mental qu'il est à la limite de la création en attente de faire une percée dans la création? Il n'ose plus se poser des questions sur la création car, pour lui, il sait que ce n'est pas par cette approche, question-réponse, mot, verbalisation, qu'il pénétrera dans la création. Mais il ignore encore l'autre approche. Alors il attend patiemment à là où à sa limite. Comment s'appelle cette autre approche et comment se manifeste-t-elle? MSL. Point. Bon, pourquoi ce corps physique visualise toujours dans le mental qu'il est à la limite de la création en attente de faire une percée dans la création? Premièrement, c'est une projection de l'ego. Il n'ose plus se poser de questions sur la création. C'est pas le corps physique qui pose des questions. Car pour lui, il sait que ce n'est pas par cette approche, question-réponse, mot, verbalisation, qu'il pénétrera dans la création. La problématique, c'est que c'est uniquement par cette approche que l'on peut sortir de la création. Pas pénétrer dans la création, mais sortir ou pénétrer dans la mécanique de la création. L'humain, qu'est-ce que c'est que le mot, la question, la réponse, les mots? Ce ne sont pas juste des jeux, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qui est digérée. On ne peut pas traverser si on ne développe pas son langage. Le langage se développe par la nouvalisation de mots, par la création de mots, par le néotypage des concepts. C'est la digestion de l'énergie. Si l'humain se dit, il y a du métal ici, mais je le laisse dans la terre, moi je n'exploite pas le métal, je n'en fais pas des outils, j'attends de pouvoir réparer l'automobile. Ça va attendre longtemps parce que le métal doit être fondu, forgé, fabriqué, transformé en outil, puis après ça, on doit s'en servir. Sauf que l'humain vénère l'outil. On ne doit pas vénérer le mot, on ne doit pas vénérer le concept, on ne doit pas vénérer les phrases. On doit s'en servir. Ce ne sont que des outils. Le boulon, c'est rien un boulon. C'est une farce un boulon. Mais ôtez tous les boulons après votre automobile aussi va être une farce. Le boulon, c'est un mot. 3-4 morceaux, c'est un concept. Et le reste au complet finit par créer une conscience. Ce n'est pas important. On se sert maintenant aussi de la conscience globale. On s'en sert. On voyage avec l'automobile. Il n'y a pas d'autre approche. Il y a l'attente. Alors, il y a, disons, oui, une autre approche qui ressemble à ce que l'individu ici écrit. L'attente. Le vide. Pas de questions, pas de réponses, pas de mots, pas de concept. Les autres vont faire tout le travail. Quand ils auront fait le travail, ils pourront vous instruire. Par déversement télépathique. Et si vous n'êtes pas suffisamment évolué, par déversement télépathique. Mais il ignore encore l'autre approche. Alors il attend patiemment à la ou à sa limite. Énormément de projection de l'ego. Comment s'appelle cette autre approche et comment se manifeste-t-elle? C'est la parole.
c'est la forme. On doit transformer l'énergie en forme. Nous devons nous servir des formes. On va revenir à la troisième partie sur les formes. C'est extrêmement important et c'est souvent très mal compris. La forme est ce qui assujettit l'humain. La forme n'est pas le maître. C'est l'humain qui est l'imbécile. Les mots sont des formes. Les vêtements sont des formes. Votre corps physique est une forme. Les créations matérielles, les édifices sont des formes. L'esthétique est une forme. Ça assujettit l'humain. Parce que l'humain est un imbécile. L'humain est niaisable. L'humain est imbécilisable. On doit créer des formes avec de l'énergie. C'est la façon qui nous est donnée, ou qu'on peut prendre, qu'on peut utiliser, pour conserver l'énergie qui passe. Se servant de l'énergie qu'on a formée, on grimpe, on accumule de l'énergie, on conserve dans des contenants cette énergie. Le contenant, c'est le concept. C'est les religions du passé qu'on va maintenant vider pour faire d'autres choses. C'est les mots, c'est vos habits, c'est votre corps physique, c'est vos maisons, c'est vos automobiles, c'est la planète, tout. C'est les formes, c'est le chemin. C'est pas d'adorer la forme, c'est de se servir de la forme. Mais on va y revenir. Le double éthérique a-t-il un temps? Non, c'est instantané. Quand on développe le centre laryngé, peut-on affaiblir le corps physique en allant puiser l'énergie du cœur et créant ainsi un déséquilibre au niveau des autres parties du corps? Oui. L'intention ne doit jamais être réactionnelle, c'est-à-dire ne doit jamais répondre à pourquoi. L'intention ne doit pas, c'est pas vrai, elle ne peut pas être. Parce que si la création est intentionnelle du point de vue extra-créationnel, elle ne doit donc pas avoir de but, autrement elle serait réactionnelle. C'est exact. Et c'est pourquoi la vision de l'accident et la vision telle qu'on la conçoit comme étant une solution, la vision de l'homme, est une mécanique réactionnelle. Elle provient de l'intérieur de la création. Par contre, la conscience réactionnelle de l'humain ne peut absolument pas présentement comprendre, et il n'y a même pas d'effort à faire. L'humain ne peut pas comprendre, absolument pas comprendre, ce qui peut engendrer une intention. Parce que ça vient du monde extra-créationnel. Pas parce que ça vient du monde extra-créationnel, parce que la conscience de l'homme provient du monde créationnel. Oui, par le fait même, oui. Pas par le fait même, c'est pas pareil. Oui, mais si ça faisait partie du monde créationnel, ce serait plus facile pour nous autres d'englober d'une façon consciente la chose. Oui. Mais étant donné que c'est trop... Oui, mais c'est pas parce que c'est extra-réactionnel qu'on peut pas le comprendre, c'est parce que le cerveau humain est c'est pas réactionnel. complet comme... L'humain n'a pas la capacité, cherchez pas ça pour l'instant, vous ne pourrez jamais, pour l'instant, du moins en tout cas, vous ne pourrez jamais, effectivement, quand vous serez sorti du temps, il n'y aura plus de jamais, alors là vous pourrez peut-être, vous ne pourrez jamais comprendre ce qui peut précéder une intention. On a déjà beaucoup à comprendre les réactions. Non. Parce que l'énergie supramentale, ça réagit. Ça réagit à l'énergie divine. Absolument, l'énergie supramentale, elle est réactionnelle. Mais c'est de la mémoire galactique. Tous les plans dans la création sont réactionnels. Absolument, c'est de l'astral galactique, c'est de l'astral universel, c'est de l'astral super universel. Quand on parle d'astral, c'est pour faire une relation, c'est dans le but de baisser un peu l'adoration qu'on peut avoir des plans supérieurs. C'est donner une image de sphère. Oui, Pour faciliter. c'est ça. Alors, je continue. Autrement dit, si on trouvait une cause à la création, elle ne serait plus une action, donc elle n'a ni cause ni but. Pourquoi alors s'est-elle résorbée? La résorption est un phénomène qui provient de l'intérieur. Ça provient de la souffrance. Et à l'extérieur, encore une fois, parler de ce qui peut engendrer le fait qu'il n'y a pas eu d'intention, il n'y a pas de mots, puis il n'y a pas de cerveau pour le comprendre. Un jour, vous le vibrerez énergétiquement, mais vous devrez être suffisamment en fusion avec votre double. Ce sera un début de vibration, vous aurez une idée de la couleur, vous n'aurez pas encore une idée de la forme. Selon Urantia, la mécanique satanique est liée à la mécanique luciférienne, c'est-à-dire que Satan n'est pas l'antihomme du Nazarien, mais l'employé de Lucifer sur le plan planétaire. Quel est le lien avec l'expulsion de l'antihomme de Jésus? Ce
que j'ai déjà expliqué en conférence régulière, c'est qu'il y avait déjà une mécanique satanéenne extrêmement faible qui prévalait à l'échelle de la planète Terre, et elle est devenue extrêmement noire lorsque le Nazarien a expulsé le sien, ce qui a engendré le Satan ou la mécanique satanéenne que nous connaissons aujourd'hui. Alors, Satan a toujours été présent depuis la création du plan planétaire, mémoire d'évolution, assujetti au phénomène luciférien, évidemment mélangé avec les mécaniques de Cagliostro. Mais lorsque je parle du Satan d'aujourd'hui, je parle d'un Satan très catholique, je parle de Satan. Et lui, il est l'alliance entre les mécaniques satanéennes planétaires de l'époque et l'expulsion du double antihomme du Nazaréen. Va-t-il y avoir des individus d'ici 10 à 15 ans qui vont expulser leur antihomme Oui. sur la Terre, Oui, oui. dans des déserts? Pas nécessairement. Cela va créer l'apocalypse? Non. Non? Non, c'est l'Apocalypse qui va attirer les antihommes. Le travail va être inverse? Non. Mais l'Apocalypse, on va en parler de façon prochainement, je ne sais pas quand, mais une conférence régulière. Ça ne me tente pas de trop avancer là-dessus parce que je vais devoir me réchauffer après, puis ça ne me tentera pas. Rien de pire, une conférence, c'est de parler, puis finalement, tout ce que tu dis, en éliminant tout ce que tu as déjà dit, c'est très intéressant pour celui qui le dit. Puis incompréhensible pour ceux qui écoutent. J'aime autant pas. C'est une conférence publique qui s'en vient. Okay. Détermine-t-on l'état de conscientisation d'un être par sa capacité de se plurilocaliser à la limite d'être partout et au-delà de la limite, de n'être rien? Pourquoi? Non. Pour être localisé à différentes puissances, unilocalisé, bilocalisation, trilocalisation, plurilocalisation, a-t-on besoin d'un véhicule soit formique, soit informique ou d'autres choses? La conscientisation de l'humain ou sa ouais, c'est pas ce mot-là que je veux sortir non plus. Avoir 2-3 bêtes plus, mais en tout cas. L'état de conscienticité, l'état de conscience d'un humain, comme son état permettant la conscience, comme l'autre chose que je voulais dire, n'est déterminé que par le plaisir qu'a l'humain de se conscientiser. Bon, en ce qui concerne les plurilocalisations, lorsque l'humain a un double éthérique fusionné avec lui, il a un corps séraphique et il a une conscience globale. Il est nécessairement plurilocalisé.